Paré Joani et je suis burkinabé, comme vous pouvez le constater. Je vis actuellement à Taïwan. Disons que j'ai étudié d'abord au Burkina Faso et en 2007, après 2 ans à l'université de Ouagadougou, où j'ai fait l'anglais, je suis allé à Taïwan avec une bourse de l'État taïwanais, parce qu'à l'époque, on avait eu une coopération diplomatique avec Taïwan. Et donc après les études, je suis resté là-bas pour travailler un peu, pour avoir de l'expérience professionnelle. Et voilà, j'ai fait 7 ans à l'université, bon, disons 7 ans comme enseignant à l'université. Et après cela, je me suis lancé finalement à mon propre compte dans le domaine du digital. Il faut dire qu'au départ, c'était d'abord je faisais des investissements dans les marchés boursiers chinois et américains. Et après cela, j'ai décidé en tout cas de faire... je suis devenu ce qu'on appelle copywriter, c'est-à-dire concepteur, rédacteur en quelque sorte. C'est-à-dire que j'aide les compagnies justement à avoir beaucoup plus de visibilité sur la toile en vendant leurs services ou leurs produits de façon efficiente et efficace. Voilà ce que j'ai fait. À travers les réseaux sociaux, par exemple LinkedIn, Facebook, voilà, c'est ce que j'ai fait. Voilà, comme je l'ai dit au début, j'ai fait mes études, toutes mes études, disons, du primaire jusqu'à l'université, c'était au Burkina Faso. Et 2005, 2006, c'était ma première année à l'université de Ouagadougou, j'ai fait l'anglais. 2 ans, donc le 2-2. Et après cela, on a eu la chance d'avoir une bourse qui était offerte par le gouvernement taïwanais à l'époque. Et on a décidé en tout cas de tenter notre chance. Et ça nous a souri. Et donc, en août 2007, on s'est envolé pour Taïwan. On a étudié, d'abord, on a passé une année à étudier le chinois, la langue chinoise. Et après cela, donc, on a fait 4 ans de bachelor. Voilà, disons qu'une année de chinois, ce n'était pas suffisant. Donc, il a fallu justement qu'après cela, moi-même, je me donne à fond. Par exemple, j'ai acheté des documents, tout un lot de documents, des cassettes, des DVD, tout ça. Et puis, bon, j'écoutais le chinois tout le temps. Quand les gens me voyaient passer, bon, avec les écouteurs, on pensait que c'était de la musique que je suis en train d'écouter. Mais en fait, c'est le chinois parce que j'entraînais mes oreilles et puis mon subconscient, tout ça. Et... donc, après le bachelor, après 4 ans, j'ai décidé encore de faire le master. Et c'est justement après le master que on m'a embauché pour aller enseigner dans une université privée. J'étais enseignant d'anglais là-bas pendant 7 ans. Et après 7 ans, donc, j'ai décidé de voler de mes propres ailes. Voilà. Donc, d'abord au Burkina Faso, ensuite à Taïwan, et puis voilà, c'est le parcours académique comme ça, et puis un peu professionnel. D'abord parce que j'avais beaucoup de liens là-bas. En fait, j'avais déjà fait des investissements dans certains domaines. Par exemple, je disais que j'investissais dans les marchés boursiers chinois et puis américains. C'est à travers certaines plateformes. Et ces plateformes-là, tu peux pas, c'est pas ouvert à ceux qui sont par exemple en Grande Chine. Et donc, au Burkina, même c'était pas ouvert. Voilà, si tu résides au Burkina, tu peux pas avoir une inscription au niveau de ces plateformes-là. Et donc, à Taïwan, c'était possible. Et moi, je pouvais donc, par le biais de ces canaux-là, investir dans les marchés de mon choix. Et donc, c'était une des raisons pour lesquelles j'étais resté là-bas. Donc, mais il faut dire également que ça m'a confié une certaine flexibilité parce que j'ai eu aussi la résidence permanente, ce qui veut dire que je peux être là-bas ou ailleurs, avoir une certaine mobilité qui me permet de, voilà, de m'exprimer sur les plans professionnels et tout. Actuellement, je suis focalisé sur... d'abord, il faut dire que l'une de mes passions, c'est l'écriture. J'aime écrire des livres.
Et donc, j'ai commencé d'abord par la... J'ai déjà publié 3 livres comme ça sur Amazon. Mais après la rédaction des 2 premiers, je me suis rendu compte qu'il ne suffit pas seulement d'écrire, il faut savoir également faire le marketing de ces livres-là. Et donc, pour faire le marketing, je me suis dit, ben, ce n'est pas tous les écrivains qui vont avoir une certaine notoriété du jour au lendemain, ou bien vivre en tout cas de l'écriture en tant que tel. Donc, il a fallu apprendre justement comment faire le marketing de ce que j'écris. Voilà, parce que je n'écris pas seulement pour moi-même. Et donc, je suis allé apprendre ce qu'on appelle le marketing digital. Et ça me permet également de savoir pour qui j'écris, qu'est-ce que je veux offrir comme valeur à mes lecteurs et qu'est-ce que je vais avoir à l'issue de tout cela. Et donc, c'est ce qui fait que bon, j'ai commencé à écrire. Et puis, des gens ont vu également des extraits de mes écrits en ligne. Et puis, ils m'ont appelé, ils m'ont approché. Ils ont dit, bon, nous, on aime ton style d'écriture. Est-ce que tu peux écrire notre mémoire ou bien notre biographie ou bien un livre blanc pour notre compagnie, des trucs de ce genre. Et j'ai fait, donc, j'ai des commandes déjà de livres, ce qui fait que moi-même, j'ai déposé mes projets de livres à côté pour me focaliser sur ce que les gens me demandent de faire. Et donc, ça m'a donné un peu le goût. Je me suis dit, ben, ça peut être un business que je peux poursuivre à temps plein et de façon libérale. Et c'est ce que je fais. Ouais, donc, à côté de ça, qu'est-ce que je fais? Donc, l'écriture, la rédaction des livres, mon projet digital que je fais. Disons que j'aide les compagnies à vendre leurs produits ou leurs services à travers la toile, les réseaux sociaux et tout et tout. Et ma spécialisation, c'est écrire des emails qui vont vendre les produits ou les services des compagnies. Voilà. Et je commence d'abord par la rédaction de ce qu'on appelle un livre blanc, c'est-à-dire un livre en PDF. On met en ligne et vous téléchargez, mais en retour, vous allez donner votre contact email et votre nom et prénom. Et bon, on collecte cela et puis commence une nouvelle relation. On va tisser des relations. Parce que vous avez téléchargé le document, ça veut dire que vous êtes intéressé par le thème qui a été abordé dedans. Et on va nouer une certaine relation. Et quand la relation va aboutir à ce qu'on appelle une certaine base de confiance, eh bien, on peut vous vendre encore d'autres services qui vous seront en tout cas de valeur. Ceux qui souhaitent travailler à l'international, oui, des conseils, évidemment j'en ai. Le premier conseil, c'est d'abord apprendre l'anglais. Voilà, même si vous ne voulez même pas sortir hors du pays, il faut apprendre l'anglais parce que c'est une langue qui vous permet en tout cas d'avoir accès à des informations de sources. Par exemple, la plupart des documents que nous on lit, moi j'ai eu la chance de faire l'anglais, mais on n'a pas besoin de faire l'anglais, par exemple, d'aller au département d'anglais et puis pouvoir s'en sortir. Il y a des gens qui sont allés à Taïwan, par exemple, des Burkinabés, qui sont allés là-bas avec le minimum d'anglais. Il y en a qui plaisantent en disant qu'ils avaient négligé l'anglais, mais quand ils se sont retrouvés là-bas, le fait qu'on ne parle même plus français, c'est l'anglais ou bien le chinois, eh bien, leur anglais s'était amélioré de façon significative. Et puis bon, ils font maintenant du business en anglais. Donc, l'anglais, c'est vraiment important parce que au lieu d'attendre que les livres soient traduits du français, disons de l'anglais au français, vous pouvez lire avec une certaine avance sur les autres. Voilà. Et c'est très important. Donc, l'anglais, c'est très important. Mais également, il faut d'abord savoir pourquoi on veut aller à l'extérieur. Et quand on va à l'extérieur, il faut savoir se vendre. Savoir se vendre, je veux dire que bon, nous, les Burkinabés, de façon générale, on est très humbles. Voilà, on est compétent, on a une certaine expertise, mais l'humilité fait que bon, on va pas se pousser pour aller arracher certaines opportunités. C'est bien, on peut vendre ses compétences tout en gardant son humilité. Il faut savoir garder cet équilibre-là. Donc, et pour vendre ses compétences, il faut d'abord faire un inventaire de ce dont on est capable et ce qui vous manque. Par exemple, vos potentialités, qu'est-ce que vous aimez faire, pourquoi vous avez affaire, qu'est-ce qui est votre passion, quels sont vos intérêts et tout, vos domaines d'intérêt. Et là où vous avez moins de capacités, vous pouvez dire également avec qui je dois m'associer pour combler ce vide-là. Voilà. Parce qu'il ne faut pas sauter, aller à l'extérieur. Et puis bon, à l'extérieur, il faut aller vendre des valeurs. Quelles valeurs vous allez vendre que les gens n'ont pas là-bas? Voilà.
On ne dit pas d'avoir toutes les compétences avant d'aller là-bas, mais au moins savoir ce qu'on veut et arriver là-bas, peut-être qu'il y aura toujours les ressources que vous allez exploiter de façon beaucoup plus importante pour compléter. Ouais, c'est des expériences très intéressantes. D'abord, il faut dire que moi, j'ai fait 2 ans à l'université et à la 3e année, si j'avais fait ça, la 3e année, j'allais avoir la licence. Et donc, j'ai eu la bourse. C'était devenu maintenant un choix difficile à faire. Vous partez à Taïwan, vous allez perdre 1 année. Ce n'est même pas 1 année. Vous n'allez même plus avoir la licence. Et quand vous allez là-bas, vous allez tout reprendre à zéro. Ben, compte tenu des circonstances du pays également à l'époque, je voyais beaucoup de mes camarades, en tout cas les aînés qui finissaient, qui faisaient 3 ans, 4 ans, avant même de défendre leur thèse, leur mémoire. Donc je me dis, ben, les opportunités, généralement ça arrive de façon rare, donc moi j'ai dit, je vais saisir ça, ça ne sera pas une perte. Et donc quand je suis allé à Taïwan, ma première détermination c'était de faire en sorte que l'année que j'allais passer pour apprendre le chinois ne soit pas une perte. Je me suis dit, combien est-ce que je vais gagner, en fait, après avoir étudié le chinois. Et quand on est allé, c'est une anecdote, d'abord il fallait payer les frais de scolarité. Moi, j'ai converti ça en CFA, c'était inquiétant, quoi, c'était trop. Et je me suis dit, ben, si je dis à mes parents que mes frais de scolarité, c'est comme ça, ils vont me dire, non, faut quitter, il faut revenir avec cet argent-là. Donc moi, je me suis dit, ben, c'est le prix à payer, en tout cas pour avoir la connaissance qu'on est venu chercher, les compétences qu'on est venu chercher. Et je me suis dit intérieurement, je vais faire en sorte qu'à la fin de mes études, la langue chinoise que j'ai apprise puisse me rapporter ce que j'ai payé comme frais de scolarité. Et je me suis donné à fond, c'était l'énergie que j'avais de façon cachée, personne ne savait, mais c'était ma motivation première. Donc j'ai appris, quand les gens allaient dans les balles, moi j'étais au dortoir en train d'apprendre le chinois et tout. Et après 1 année, évidemment, ce n'est pas assez pour avoir toute la maîtrise de la langue en question, parce que c'est une langue également très compliquée. Certains disent que c'est la langue la plus difficile du monde, ben, pour des raisons qui sont vraiment évidentes. Et donc, je me suis donné à fond. Et à la fin de la première année, on est allé maintenant nous spécialiser. Moi, j'ai fait ce qu'on appelle le management des affaires internationales, qu'on appelle Business Administration. J'ai fait ça. Et en même temps, j'ai continué à me former en chinois. Et on m'a même embauché pour être un assistant comme enseignant de chinois. Et je me donnais des défis à relever et tout. Et j'ai m'amélioré en chinois. Et donc, il y avait d'abord ce concours de langue chinoise au sein de l'établissement. Moi, j'ai participé. J'étais premier, ça m'a donné la confiance. Je me disais, voilà quelqu'un qui a pris le chinois pour 1 année, mais qui a battu des gens qui sont ici à Taïwan pendant 6 ans, pendant 5 ans. Et donc, après cela, ça c'était au niveau de l'école. Maintenant, il y a eu sur le plan national un concours de langue chinoise qui a été lancé par le ministère des Affaires étrangères taïwanais. Et bon, c'était pour tous les Africains. Et donc, moi, je suis allé là-bas. C'était en 2010, la première édition, je l'ai eu. Et donc, ça m'a réconforté davantage. Pas parce que j'étais le meilleur, en tout cas. Je ne dis pas que j'avais la maîtrise parfaite de la langue, mais je savais utiliser le peu que j'avais étudié. Je savais agencer les choses de façon à ce que je sois dans le sujet et tout. Et alors, donc, j'ai eu ça. En 2011, il y a eu également la seconde édition. De telle sorte que, bon, les gens pour aller là-bas, ils se demandent, est-ce que lui, là, il sera là-bas? S'il va être là-bas, nous, c'est pas la peine de gâter notre temps, quoi. Donc, à la 3e édition, on a dit non, lui là, il faut qu'il soit membre du jury, il ne va plus être candidat. Et donc, ça a rapporté de l'argent. Et en un rien de temps, j'avais récupéré, en fait, les frais de scolarité que j'avais dépensés en première année et tout. Donc, à côté des joutes oratoires, je faisais également de la traduction. Voilà, il y avait des compagnies, par exemple, qui spécialisaient dans les services de traduction et tout. Et donc, moi, je pouvais traduire du français à l'anglais, de l'anglais au français, du chinois au français, du chinois à l'anglais, mais pas dans le sens inverse parce que c'est quand même compliqué. Donc, je faisais tout ça et puis, bon, ça me rapportait un peu. Bon, et voilà, donc, et il faut dire également que c'est la langue chinoise, le concours de langue chinoise qui m'a également amené à
à l'Assemblée des Nations Unies en 2014. C'était également un concours qu'on a lancé comme ça pour la première édition. Et moi, j'ai travaillé comme volontaire au sein d'une école comme ça. Bon, en ce moment, j'étais encore étudiant, mais je donnais de façon volontaire des cours sur l'interculturalisme, comment faire en sorte que les étudiants internationaux et les étudiants locaux puissent en tout cas interagir et puissent s'enrichir mutuellement. Et donc, j'ai vu ça de façon accidentelle, je me suis dit, ben, je vais essayer ça. Et la règle, disons, l'instruction était qu'il fallait écrire l'essai, c'est un essai en fait, complètement en chinois. En tout cas, dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle et qui n'est pas la langue d'instruction que tu as eue au primaire ou bien au secondaire. Donc, le français, je ne pouvais pas l'utiliser, c'est la langue officielle. En son temps, c'était la langue officielle du Burkina Faso. Et l'anglais, je ne pouvais pas l'utiliser parce que j'ai fait le département d'anglais. Je suis disqualifié pour ça. Et le Sandjula ou Fulfulde, ça, c'est pas reconnu là-bas. Il fallait écrire, en tout cas, dans une des 6 langues qui sont parlées à l'ONU. Donc, moi, j'ai pris le chinois. Moi seul, je n'ai pas donné à quelqu'un pour réviser. J'ai rédigé avec la simplicité qu'il faut. Et donc, on était 4000 candidats en provenance de 128 pays à travers le monde qui ont pris part à cela. Et puis moi, je me suis distingué au niveau du chinois. Et donc, on était allé à l'ONU là-bas. J'ai parlé en live, voilà, en présence de 6000 personnes qui nous regardaient dans la salle et à travers le monde. Et c'était vraiment intéressant et ça m'a fait comprendre justement que apprendre une nouvelle langue, ça peut vous ouvrir beaucoup d'opportunités. Et je pense que beaucoup de gens peuvent faire la même chose. Voilà. Disons que c'est justement à travers les canaux, les plateformes comme la vôtre, lefaso.net. Presque tous les jours, je m'informe à travers ce canal et il faut dire que c'est un travail vraiment volumineux et intéressant que vous faites. Et on s'informe sur l'actualité du pays, on découvre de nouvelles choses, par exemple les portraits de certaines personnes qu'on admirait mais qu'on n'a jamais vues, voilà. Surtout les figures de la Révolution et tout. Donc ça fait que bon, on reste attaché. Même si les informations souvent ne sont pas complètes, ça nous pousse à savoir, on a un début d'information qui est là et on peut maintenant aller chercher d'autres sources, visiter d'autres sources pour pouvoir compléter ce qu'on a. Et donc, ce sont vos plateformes, c'est vos efforts qui font que bon, on porte le Burkina toujours en nous, même loin de la mère patrie. Question intéressante, je pense que ouais, justement le digital, ça peut être une solution à la majeure partie de nos problèmes ici, sinon presque tous les problèmes. Disons, si on prend simplement le problème de la monnaie qui est récurrente ici, on dit par exemple, ouais, bon, vous allez acheter quelque chose et on vous dit qu'il n'y a pas la monnaie, c'est vous l'acheteur, vous allez chercher la monnaie avant de venir. Ailleurs, ça ne se fait pas. Voilà, donc avec la digitalisation, je pense qu'il y a certains systèmes qui sont mis en place, par exemple, qui sont des solutions à ce problème-là. Ça, c'est juste un exemple. Voilà, les méthodes de paiement et tout. Ça, il faut dire que ça peut simplifier également les tâches quotidiennes, les courses que les gens font et tout. Savoir localiser certaines choses. Et puis, bon, l'accès immédiat à l'information également, c'est très important, surtout en cette période que nous traversons. Si vous avez accès à l'information rapidement et puis vous pouvez voilà, la partager avec d'autres personnes. Et puis, il y a des années de cela, ce n'était pas possible. Donc, je pense que presque tous les problèmes peuvent être rendus comme cela. Et voilà, donc c'est la raison pour laquelle souvent on dit de dématérialiser certaines choses pour que ça soit vraiment rendu accessible rapidement à des gens. Voilà, donc je sens que, par exemple, au niveau de mes études, de mes recherches, il y a des documents dont j'avais besoin à un moment donné. Il fallait les faire transporter du Burkina à là-bas. Durant la période de Covid, c'était pas possible, les envois par la poste, c'était pas possible. Mais les auteurs, je les ai contactés, ils ont eu cette bienveillance, en tout cas, de dire voilà, nous on te croit, on va te donner les fichiers numériques de nos livres, mais il faut pas les partager avec quelqu'un. On te les donne parce qu'on a confiance en toi et puis voilà. Vous voyez? Donc ça fait que ça facilitait
voilà, j'aurais pu passer tout ça à ne même pas avoir accès à ces livres, mais voilà, à cause de la distance. Et ça fait que bon, ils ont eu confiance à moi, je n'ai pas entaché cette confiance, et puis bon, c'est juste des exemples qui font que bon, on peut vraiment faire du digital la solution ultime à tous les problèmes que on rencontre. Oui, des conseils, ouais, le rêve est toujours permis, il ne faut jamais dire à quelqu'un de ne pas aller à l'extérieur ou voilà, où que ce soit, mais il faut dire, comme je l'ai mentionné tantôt, qu'il faut avoir une vision de ce qu'on veut. Qu'est-ce que vous voulez avoir là-bas qui n'est pas ici, et quelles sont les facilités dont vous avez besoin que vous n'avez pas ici, et quelles sont les valeurs que vous allez emporter avec vous. Par exemple, si vous allez là-bas, bon, c'est des valeurs d'abord, vous allez servir à l'extérieur. On va dire, bon, de quoi êtes-vous capable, qu'est-ce que vous allez faire, voilà. Si vous avez par exemple vos qualités d'intégrité et tout, c'est très important. Quelqu'un qui est intègre ne va pas en tout cas chercher des raccourcis quand on va lui offrir par exemple une certaine opportunité. Donc, par exemple, quelqu'un, moi j'ai déjà fait j'ai eu des expériences comme ça, on me demande de faire quelque chose, c'est gratuit, mais je le fais comme si j'étais payé. On te dit de faire, par exemple, à l'école, on me dit de faire un exercice, j'en fais 5. Et donc, rapidement, je me distingue des autres, et puis on dit, voilà, lui là, c'est où il trouve le temps pour faire tout ça. Donc, chaque fois qu'il y a une petite opportunité au sein de l'école, c'est moi, on voit d'abord, on me demande, est-ce que tu es intéressé par ça? Voilà, donc des petits trucs comme ça, les gens peuvent penser, voilà, moi je vais faire le minimum, et puis voilà, m'en sortir et tout. Non. Donc, il faut avoir le rêve, savoir pourquoi on va aller là-bas. Bon, d'abord, aussi la maîtrise de la langue anglaise, voilà. Même si le pays d'origine, en fait, là où vous allez atterrir, en tout cas, c'est pas un pays anglophone, il faut toujours maîtriser l'anglais parce que ça peut faire en sorte que vous avez une valeur de plus que les locaux. Voilà. Donc ça, c'est des conseils. On ne peut pas dire de ne pas aller à l'extérieur, on ne peut pas dire, parce que moi, je suis là-bas. Il faut aller, mais il faut savoir ce que vous avez à vendre là-bas comme valeur, comme compétence. Et quand vous allez là-bas, vous allez être diverti à plusieurs niveaux. Par exemple, des gens ne vont pas apprécier de par en fait, parce que vous n'êtes pas de là-bas, la façon dont vous parlez, et tout, ou parce que vous êtes noir, ça arrive. Mais il faut savoir qu'on a un rêve pour lequel on est allé là-bas, et donc il faut rester accroché à ce rêve-là et puis se dire, voilà, moi je vais là-bas et puis je vais avoir les compétences dont j'ai besoin pour m'épanouir. Mais également, il faut savoir que les compétences qu'on cherche à acquérir là-bas, il faut savoir que c'est des trucs, il faut penser au retour. Penser au retour, ça veut dire quoi? Vous allez apprendre des compétences qui vont vous servir également à votre retour. Et c'est la raison pour laquelle moi, quand j'ai commencé au départ, actuellement je suis dans le digital parce que je sais que ça peut me servir là où je suis. Je peux être au Burkina ou bien en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Ça me servira toujours parce que dans tous ces pays, on en aura besoin. Voilà. Alors que si je m'étais hyper spécialisé dans un domaine qui est valable là-bas et qui n'est pas valable ici, bon, ça veut dire que je suis limité. Donc il faut avoir cette ouverture également dans l'acquisition des compétences dont on a besoin. C'est une très bonne chose. Je sais qu'il y a certains qui ont ce débat-là, qui disent, voilà, ils s'en vont apprendre le chinois et sa propre langue. Apprendre le chinois ne veut pas dire qu'on abandonne sa propre langue. Je parle toujours ma langue comme il se faut. Je parle toujours le français, même si je n'ai pas, disons, la flexibilité linguistique que j'avais au départ quand on quittait le pays. Mais bon, on arrive toujours à avoir des conversations dans ces langues-là. Donc, apprendre la langue chinoise, c'est avoir une ouverture sur le reste du monde. Et ça vous donne une autre vision du monde. Voilà, vous allez pouvoir apprécier les choses de différentes façons et puis bon, ça va vous servir à vous. En fait, ça vous fait agrandir et vous êtes beaucoup plus admiré. Voilà. Moi, je parle le chinois, quand on me regarde, les gens disent, si on ne te regarde pas, on pense que bon, tu es un local. Bon, c'est bon à savoir, quoi. Ça vous rend indépendant. Par exemple, si je voyage là-bas, je n'ai pas besoin de traducteur.
pas besoin de me faire accompagner, à moins que ce soit vraiment hyper spécialisé. Par exemple, pour quand tu vas à l'hôpital, certains termes qu'on utilise, ben, voilà. Donc c'est important de s'essayer à cela. Parce qu'au moins la Chine, il n'y a pas que la Chine qui parle le chinois. Si on ajoute tous ces pays qui parlent le chinois, la Malaisie, Taïwan, vous voyez que c'est une population vraiment large. Donc c'est des opportunités également que vous êtes en train de construire quand vous apprenez cette langue. Voilà. Oui, je suis en contact avec d'autres qui sont là-bas. Plus particulièrement ceux avec qui on était allé à 5, on était allé à 5 en 2007. On est toujours en contact, les relations sont vraiment restées intactes, florissantes même. Et puis, bon, on se donne des informations parce que, par exemple, si on a des idées d'affaires, de business comme ça, on se les partage et puis bon, on voit comment est-ce qu'on peut analyser ça sous différents angles et tout et tout. Donc à partir de ça, il y a d'autres également qui sont venus beaucoup plus tard que nous. Et puis bon, parce qu'on s'est connus, on a maintenu également les relations et tout parce que on a besoin toujours de tout le monde, surtout qu'on n'a plus voilà, une population assez large. Il faut rester soudé et tout voilà. Donc les relations, on les maintient, on est toujours en contact avec ceux qu'on a connus. Merci à vous pour le beau travail que vous abattez au quotidien, pour le service non seulement des Burkinabés d'ici, mais également d'ailleurs, pas seulement les Burkinabés, mais également tous ceux qui ont soif de l'information, la vraie information, de l'information qui libère de l'ignorance. Et merci également pour le travail de sensibilisation que vous faites. Ça permet également à tout le monde de s'épanouir où il est. Et merci également pour votre ouverture. Et merci à tous, même ceux qui sont derrière la caméra qu'on ne voit pas souvent. Voilà, donc on remercie également tous les acteurs du pays, tous ceux qui travaillent justement pour le retour de la paix dans le pays, que ce soit ceux qui sont au front ou ceux qui, à travers leurs plumes ou leurs compétences artistiques, qui font en sorte que les cœurs se remplissent de plus en plus d'amour, parce que c'est de cela dont on a besoin, l'amour et puis la sagesse, pour qu'on puisse justement travailler ensemble au développement du pays, au rayonnement de notre pays et à nous faire respecter à travers le monde. Voilà. Merci et que Dieu bénisse tout le monde.